Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 3, on repart sur la manche de Carole. Carole, l'enfer de Carole, épisode 3, c'est reparti. Donc on y va, on est reparti pour Carole, donc l'épisode 3, la troisième épreuve de la saison. Donc nous on arrive à Carole le mercredi. Le mercredi, l'objectif d'arriver le mercredi, d'arriver pas trop tard. L'idée c'est de pouvoir s'installer puisque à Carole, on adore Carole, puisque les paddocks sont magnifiques à Carole. Donc du coup, alors les paddocks sont magnifiques, les sanitaires sont magnifiques, tout est magnifique à Carole. Alors le circuit est quand même sympa. Après, on n'aime pas Carole, ça c'est une autre histoire, mais le circuit, en tout cas pour ma part, est un circuit que j'ai réappris à aimer. Et aujourd'hui, ouais, j'aime bien aller rouler à Carole, et donc j'en connais certains qui sont un peu du même avis que moi, quoi. Donc bien que c'est un circuit qui s'adapte plus pour les petites cylindrées, les 400, voire plus petits, ou bien sûr les 600, c'est vraiment la catégorie, je pense, qui est phare pour Carole. Maintenant, donc du coup, on arrive le mercredi, on sait que la météo va être compliquée, encore une fois, pour cette année 2024 à Carole, et on va être servi, puisque le soir, on va avoir des orages de fou, ça sera le déluge, vraiment, des éclairs dans le ciel, vraiment l'apocalypse de Carole. Les enfants s'amusent. Le temps est magnifique. Waouh, on va les filmer, il y a des éclairs de dingue là. Et on a eu un épisode aussi un peu plus tard dans la soirée. Où on a eu des grêlons d'1 centimètre qui tombaient, c'était hallucinant. Jamais vu, laisse tomber. Les enfants, ils ont eu peur et tout. Dans le ciel, c'était carrément, on dirait que ça faisait des flashs et tout, il y avait une tempête d'éclairs, quoi. Waouh! Donc bienvenue à Carole quand même. Quand on est arrivé, on a pris le temps de faire le tour du circuit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, de faire le tour du circuit. Ça permet de prendre le temps de se remémorer les choses, de voir certaines choses aussi qui ont pu changer d'une année sur l'autre. Donc Carole, on est arrivé à 3 h de l'après-midi pour attendre comme des gros blaireaux pour avoir la chance d'être dans le premier paddock. On se fait le tour du circuit, donc c'est un moment agréable, un moment sympa, et aussi on avait donc les pilotes 400 à nouveau qui étaient avec nous de Team Player, et ça permet donc aussi de pouvoir donner des petites astuces sympas, alors même si c'est en 400, mais il y a quand même des choses qui sont communes, quoi. On arrive quand même à Carole avec des objectifs. Monsieur Jacquet, lui, les objectifs, c'était de faire la pole. Valider des repères, commencer le boulot avec tous ensemble, hein. Et avec notamment Monsieur Jacquet, parce qu'il n'a pas roulé beaucoup ici, là. Hein, Monsieur Jacquet? Qu'est-ce qu'il a là, mon gars? Hein? Toi, tu vas être en pôle. Monsieur Jacquet, il vise la pôle, hein. Qu'il aime bien Carole, et puis on va voir si ça se construit petit à petit comme il faut pendant le week-end, quoi. Et la pôle, bien sûr, est plus si affinité. Donc pour nous, avec Jules et moi, c'est vrai qu'on a pour habitude de reprendre les chronos, donc on va se remémorer les chronos qu'on avait fait les années précédentes. Alors c'est vrai que là, il me semble que 2023, on avait eu de la pluie, 2022 aussi, je vous dis ça tout de suite. Donc en 2023, on avait eu de la pluie, et en 2022, par contre, c'était sec. Donc en 2022, on avait eu des conditions sèches, et au niveau des chronos, justement, donc en ce qui me concerne, j'étais content en 2022 puisque j'avais réussi à attraper un joli chrono en course 1 en gros 2. Donc l'idée c'était de réussir
à aller chercher ce chrono-là au moins, et évidemment de m'améliorer. Je crois que Jules, lui, c'était de confirmer le gros 3. L'idée, c'est quand même de progresser. Donc on va voir ce que ça donne. En master, j'avais gagné donc la course 1 au prix d'une course haletante, sous pression, avec Gérald Muto que je salue grandement. Qu'est-ce que ça va donner en gros 2? Le pilote le plus rapide en 1000, toujours en 2022, c'était Hugo Girardet qui avait fait un 1.6. Donc ça va très vite, hein. Donc à cette époque-là, c'était les V3 de mémoire. Le chrono dans lequel nous on était, eh ben, ça nous aurait mis en 1000. Le top 5 aurait pu être envisageable. Donc ça veut dire que là, en arrivant cette année en 2024, il est possible, selon aussi l'évolution des niveaux et les pilotes qui sont là, avec ce chrono-là en gros 2, et évidemment en essayant d'avoir une amélioration, parce que là il y avait quand même un levier d'amélioration, c'était notamment les slicks, et puis la moto que j'utilisais cette année par rapport à celle que j'avais en 2022, elle est quand même censée me permettre d'aller plus vite. Donc c'était envisageable de prévoir un chrono qui était inférieur à ce chrono-là, mais malheureusement j'avais toujours la main qui était blessée et ça me faisait toujours mal, bien qu'on était un mois environ après la manche de Nogaro, mais ma main elle était toujours, même là, hein, j'ai pas encore la mobilité complète. Ouais, donc Jules, il avait roulé lui en 2022 en gros 4, non en 4 moyens. Il avait fait 11e. Lui aussi, il y a moyen, selon les pilotes qui étaient là, d'aller chercher un top 10. Le plus rapide des promos découvertes, c'était Ali Mebarki, qui avait roulé en 1.4 petit. Et ensuite, c'est 1.8 pour le dernier. Alors que si on compare avec les 1000, et même nous en master, hein, moi j'avais fait un gros 2. Ensuite, c'était encore 2.8, qui était plus rapide que moi d'ailleurs. 2.8 encore une fois. Après, ça passait en 3 et le dernier, il était en 7. Mais ça se tenait, on est encore en 5 jusqu'au P9, quoi. Avec mon cher ami Vivien Philippi, que je salue. Et les 1000, une 1 pour Hugo Girardet encore une fois, suivi de Grégory Monaya et Benjamin Colliot, que je salue également. Avec Kevin Jacob, c'est quand même des noms qu'on revoit régulièrement. Hein. Mais sinon, c'est une 5. Hein. Une 5 le dernier, donc ça va vite. Donc pour le 600, le plus rapide, c'était en 2022 sur le sec, donc c'était Nohan Vasta, en gros 2, donc comme moi en fait. Mais avec une 600, donc ça indique qu'il y a de la marge de progression. Bon ben voilà comment on est là. Méga bien. Ah François, on est méga bien là. Très bien. Putain. Manque plus que le soleil. Avec sa caméra de... Complète. On dirait Spielberg carrément. On est trop bien. C'est pour ça qu'il faut mettre la clé dedans. Non, je sais. Ouais. Même si j'ai bien serré les contraintes. Ouais. C'est normal que ça se passe. Ouais. J'indique quand même les chronos sur le mouillé. On est en petit 13 sur le mouillé pour les 1000. Je crois que ça a roulé en 12. Ouais, ça a roulé en 12.5 pour Benjamin Colliot. 2023, moi j'étais en master. Voilà, donc pour ma part, en 2023, sur la finale 1, j'avais fini 2e. Chrono en 1.15, donc du coup, je suis pas si loin que ça. Nous, ça nous permet de nous échelonner. On sait que sur le sec, pour Jules, c'est de viser gros 3. Sur le mouillé, là, j'ai pas de temps de référence pour Jules. Et en ce qui me concerne, c'est de gros 2 ou 2 moyens. Ce qui me permettrait d'intégrer un top 7, on va dire. Et sur le mouillé, en 15, et puis après, là, c'est essayer de faire mieux. Parce que le mouillé, c'est toujours une science particulière, on va dire. Donc voilà pour les objectifs quand on arrive à Carole. Donc le matin, on fait les premières séances. Moi, j'ai vraiment mal à la main, c'est vraiment compliqué, surtout à la sortie de la parabolique. Quand il faut revenir, quand il faut ramener la moto à gauche pour préparer, pour avoir la bonne trajectoire pour le freinage de golf. Là, en tirant sur la moto, ça me fait vraiment souffrir. Donc c'est vrai que sur la machine, je galère. Donc la journée du jeudi, l'objectif c'est vraiment de construire, de se remémorer, de reprendre le rythme sur le circuit, de voir ce que ça donne au niveau du chrono. Donc globalement, on va avoir des conditions
qui vont être corrects le matin, mais il prévoit des averses l'après-midi, donc on ne sait pas trop. On va voir comment ça se passe, quoi. Vient ensuite le vendredi. Donc le vendredi, on rentre vraiment dans le week-end de course, où là l'idée c'est de faire les séances d'essai. On peut aussi faire le contrôle technique, on va aller faire l'administratif. Donc là on rentre vraiment dans le week-end de vendredi. Louis, il avait fait vraiment une bonne presta, puisqu'il avait fait un joli chrono en 1.4 et ça le mettait troisième. Ça le mettait troisième des découvertes quand même, hein. Donc en voyant comment Louis il progressait et comment Louis il construisait son week-end, on voit qu'effectivement ce qu'il avait dit en... Qu'est-ce qu'il veut là, mon gars? Hein? Toi tu vas être en pôle. Monsieur Jacquet il vise la pôle, hein. Ce qu'il avait dit comme ça en rigolant, bah en fait on voit qu'il y a une possibilité qu'il fasse vraiment un bon résultat ce week-end en promo découverte Louis. Eh ouais! Il est quand même énervé, hein. Ça va faire. Là, il y a peut-être un souffrir. Maintenant. On comprend de plus en plus de choses et c'est vrai que ces chronos ils progressent vraiment très très bien. Bon, allez, je vais m'habiller et ça va être à nous. Séance des 1000. Pas, là. Ah, ça filme là? Alors. Ça filme, monsieur Morin? Il me dit ça c'est en rec. Tu m'as arnaqué en fait. Non, au début j'ai dit que ça filmait pas. Ouais. Et en fait après, ça filme. Non, parce que ça devenait intéressant. Ouais. ça devenait intéressant. Comme allait le nom, j'avais pris la décision de refaire un coaching avec Axel. Il faudrait freiner un petit peu plus tard pour garder de l'appui dans le train avant un peu plus longtemps. Puisque ça m'avait vachement aidé donc sur les noms. Donc du coup je voulais retenter l'expérience. Ici tout de suite concentre-toi sur ta mission, le genou qui doit toucher au sol, ton pivot il est bien, tu viens bien à l'extérieur, waouh, tu la jettes tout de suite, tu vois, encore plus, on devrait plus voir et voir ce que ça pouvait donner sur Carole, puisque je pense que être coaché pendant un week-end de course, ça te permet vraiment de plus progresser et d'avoir plus de chances d'atteindre tes objectifs. Quand j'accélérais, je sentais qu'elle, tu vois, pourtant j'appuyais bien sur mes deux repose-pieds, tu vois, Ouais. et la moto elle voulait pas. Enfin, c'est la sensation que j'avais après. C'est pour ça que je t'ai fait des modifs dans le tableau de bord. Ça devrait t'aider dans ce sens-là. Et aussi, si jamais il y a des conditions difficiles, comme c'était à prévoir ce week-end, et le fait d'avoir Axel qui va être à mes côtés, et c'était, je pense, un plus indéniable. Donc Axel Morin qui me fait un bon coaching, on a déjà fait une séance de coaching tout à l'heure, et là on fait la séance 2 de coaching, On fait la suite. et il me suit tout le week-end. Mais alors du coup toi tu filmes quand ça devient intéressant, donc moi quand je suis en bord de piste je regarde que quand c'est intéressant. Mais il a pas filmé par contre. En fait je dois tout faire moi-même. Je dois filmer là, et je dois filmer sur ma moto pour qu'on puisse débriefer. Bah ouais c'est ça, c'est le boulot. Moi je suis là, j'apporte juste mon savoir. L'habituel briefing, donc on va au briefing pendant que les 400 tournent. Ça nous permet justement de voir les pilotes 400 qui nous accompagnent, donc sont Jules et Tim.
là qu'on fait le briefing. On attend. Là, il faut vachement de bruit, hein, merde. Il y avait un travail à faire sur le virage numéro 1 et puis la parabolique aussi, j'avais tendance à m'élargir un petit peu trop. Donc là, il y avait du boulot à faire, donc c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment travailler étape par étape, se filmer. Alors si on a un coach qui nous voit, c'est encore mieux, puisque c'est difficile, je me filme, ok, mais qu'est-ce que je fais de bien, quelles sont mes erreurs? C'est un plus de se filmer, moi je pense qu'il faut le faire, c'est un minimum pour vraiment réussir à progresser. Après, le coach, lui, il va tout de suite mettre le doigt sur les choses qui sont bonnes, mais aussi sur les choses qu'il faut améliorer. Et après, donc on se fixe un objectif, moi je pense, grand maximum 2 secteurs dans le circuit, et le reste, on fait ce qu'on sait faire et on essaie d'améliorer ce secteur ou au grand maximum 2, quoi. On est samedi, donc d'abord on va parler un peu Pirelli là. On va parler Pirelli parce que là, Pirelli, c'est le bordel. Ça fait combien de temps que t'attends, Louis? Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures. J'en peux plus. Ça fait combien de temps, toi, que t'attends? Bah là, c'est que je suis venu, et des minutes 35, ça fait au moins 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures pareil. C'est horrible. On va voir avec la PD ce qu'ils en disent. Hein, on va faire ça. Voilà. Allez. À deux, salut. Bon, allez, c'était la petite parenthèse de Pirelli. Donc le samedi, on arrive sur la FP4. Donc le samedi, on va voir la FP4 et ensuite les qualifications. Donc sur la FP4, il va encore y avoir un drapeau rouge. Et là, ça sera Florian Réau qui a chuté pas très loin de moi. Et qui, quand moi je suis passé, s'est relevé. Donc il n'y avait rien qui semblait très grave. Mais en fait, au final, il s'est blessé pendant la chute. C'était assez grave en fait finalement, puisque il me semble que c'est le repose-pied qui lui avait perforé l'intérieur de la jambe gauche, je crois. Donc c'est passé très très près de l'artère. Parce qu'en plus, il avait démarré très fort. Et donc c'était quand même dommage de le voir abandonner sur chute, quoi. Donc ça va être Louis qui va faire ses qualifications en premier. Et Louis, il va construire sa qualification et il va revenir avec la pole. Donc justement, on a une petite punchline qui a été sortie par Jules Boyer, qui était pour nous vraiment mémorable et on s'est éclaté à la revoir dans notre groupe. On l'a partagé plein de fois et tout, on s'est vraiment marré avec ce truc-là. Le poleman, la première pole de ta vie, là, ouais. Tu vas partir, il y a tout le monde derrière, mon gars. Eh ouais. T'auras pas intérêt à te chier dessus. Voilà, donc ça c'était complètement génial, moi j'avais adoré. Et donc félicitations à Louis, puisqu'il nous décroche la pole. En plus il avait dit ça, je pense, un petit peu à la légère pour rigoler, même s'il avait dans un petit coin de sa tête que c'était faisable. Mais sans y croire vraiment, en tout cas il l'a fait. Et félicitations à lui pour la pole, c'était vraiment beau. Et on a eu aussi le plaisir d'avoir un deuxième poleman dans notre groupe, qui est Tim Falkenroth. Donc Tim, la pole aussi. Donc le week-end, malgré la météo, il se construisait vraiment bien. La qualif ne va pas se construire comme on veut, parce que l'objectif en qualif, pour nous en tout cas, mais je pense comme une bonne majorité des pilotes, c'est d'essayer de ne pas trop, comme on dit, taper dans les pneus, puisque le pneu arrière, notamment, il faut qu'il fasse les qualifs, la course 1 et la course 2. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire 2 tours chrono et éviter d'en faire plus. Donc on va avoir le tour de lancement, un tour chrono, un second tour chrono, et ensuite on fait le tour pour rentrer au box. Donc on va essayer sur ces 2 tours-là, chrono, de bien s'appliquer pour avoir le meilleur chrono possible, celui qui est le plus proche possible de ce qu'on sait faire. En plus, c'est là qu'on profite du surgrip des pneus.
J'étais un peu dégoûté, j'étais un peu sur ma faim puisque j'avais allumé mes secteurs, le secteur 1 et le secteur 2 en vert. Et en fait, dans le dernier secteur, je suis arrivé sur un pilote et en fait j'étais trop loin pour que je puisse le passer à l'arrivée sur le dernier virage, donc à Hôtel. Et donc il a fallu que je m'adapte et en fait ça m'a fait perdre du temps et donc je finis par faire 3-3 alors que j'avais un gros 2 qui était possible. Voilà, donc ça me met 9e et Jules lui sera qualifié 13e avec un chrono en 1:4.7. Alors on aura un nouvel épisode bruit sur Carole bien entendu. Maintenant je vais aller voir le sonomètre. Ah, allez, va Bruno, va travailler un peu. Voilà. Va travailler pour nous. On compte sur toi Bruno. Ouais. J'ai cherché en fait à continuer de comprendre comment ça se passait. L'ONS c'est l'opérateur des niveaux sonores. Donc c'est Sylvain, donc Sylvain je te salue, puisque Sylvain il a toujours été présent pour répondre à mes questions et j'avais demandé donc à aller dans la salle des relevés. Il y a toute une politique, toute une polémique autour du sonomètre. Donc en fait le sonomètre, je vous explique. Le sonomètre il est là. Le micro là. Alors j'ai pas pu filmer quand je suis allé dans la salle des relevés sonores, qui est aussi la même salle, le même endroit où il y a les relevés pour les transpondeurs. Donc là, c'est là que j'ai appris plein de trucs. J'ai appris vraiment en détail que Je sors de la salle là de chronométrage. Parce qu'en fait, il y a une histoire de secteur et de correctif et aussi de placement. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est que le placement du micro, déjà, il n'est pas aux normes parce que par rapport à la ligne, c'est 5 mètres maximum et là, il est à 8 mètres. Donc en fait, rien que par rapport à ça, on peut faire sauter toutes les données. En tout cas, super sympa, très ouvert au niveau pour me montrer les informations, pour vraiment que je comprenne comment ça fonctionne. Et ce qu'on peut constater en fait, donc nous du côté des pilotes, comme là du côté des techniciens qui font la mesure, c'est que en fait le système est en cours de développement. Et vu que le système est en cours de développement, il y a des loupés. Alors heureusement que là on a affaire à des techniciens qui essaient quand même de faire en sorte que ça soit le plus possible à l'avantage des pilotes, notamment par rapport au secteur et le correctif pour que ce soit à notre avantage. Voilà, next. Le micro, l'emplacement du micro était vraiment lié à la boucle de chronométrage et qui ne pouvait pas être mis à un endroit vraiment qui semblait plus stratégique, ça veut dire au milieu de la ligne droite. Puisque si on met le micro au milieu de la ligne droite, forcément il y a plus de chances que les valeurs soient les plus fidèles possibles, parce que si on met le micro à la ligne d'arrivée qui est par exemple à la fin comme à l'Ednon, où justement les pilotes les plus rapides avaient tendance à couper après la ligne d'arrivée, mais les pilotes qui étaient un peu plus lents ou plus lents tout court, eux avaient tendance à couper avant. Donc forcément le niveau de dB des pilotes rapides qui coupaient après la ligne d'arrivée, eux étaient plus élevés. Alors que les pilotes un peu plus lents ou plus lents tout court, eux ils coupaient avant, donc eux en fait forcément le niveau de dB était plus faible. T'as changé quelque chose entre l'Ednon et aujourd'hui? Rien. Donc à Nogaro, la ligne elle était quand même relativement, elle était placée différemment, elle était à un endroit où on était plus pleine charge, et donc, du coup les relevés étaient sensiblement plus hauts, c'est pour ça qu'on avait cet écart là. T'as changé quelque chose entre l'Ednon et aujourd'hui? Rien. Dans ce qui avait été envisagé pour 2025, donc là on vient de me confirmer récemment qu'il n'y aura pas encore 3 micros, plusieurs micros sur l'ensemble du tracé en 2025. Ça restera avec un micro qui sera implanté vraisemblablement aux alentours de la ligne d'arrivée, mais ça c'est une information que je chercherai à vous confirmer dans les prochaines vidéos. On se dirige en pré-grille pour la course 1 des 400. Donc on est très heureux d'arriver en tête de la pré-grille parce qu'on avait notre cher Tim Falkenroth qui était là en pôle. Donc on est là pour l'accompagner et le soutenir pour sa première course où il va partir de la pôle. Donc ça c'était un moment particulier quand même pour Tim bien entendu, mais pour nous c'était vraiment sympa. Et donc une fois que les pilotes sont invités à aller sur la piste, on va se diriger vers la pré-grille pour au cas où il y a un drapeau rouge,
pouvoir venir en assistance au pilote. Ah, il y a le pack luxe CMS. Faut arrêter monsieur là. C'est pas autorisé ici. Je disais c'est le pack luxe CMS. Non, En plus, bah oui, là c'est le pack luxe. Parce que moi j'ai le pack low cost moi. c'est le pack luxe. Ouais, là c'est le pack luxe. En fait, Ouais, tu vois quand t'as le luxe, tu m'as moi, c'est ça. Il y a un gamin. Bah oui. Bah oui. Ah putain. Donc malheureusement, Tim, problème sur la moto. Mais non, c'est Tim, c'est le nôtre. Ah ouais? Je sais pas. Putain, c'est Tim, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de frein. On va mettre du temps à savoir ce qui s'était passé sur la machine, donc apparemment problème de frein. Donc on voit revenir Tim, on comprend pas ce qui se passe, il est en train de pousser la moto et il nous dit j'ai plus de frein, la moto elle freine pas, donc c'est l'effervescence, on tourne tous autour de la bécane de Tim pour savoir ce qui se passe. Donc forcément quand c'est comme ça, il y a un commissaire qui vient pour vérifier ce qu'il en est et décider de faire repartir ou non le pilote. Avant même de s'engager sur la piste, le problème apparemment persiste, donc malheureusement Tim sera obligé et contraint à l'abandon pour la course libre. Donc Bon, voilà, bon, là, on revient dans les stands, on essaie de trouver, on tourne sur la moto de Tim, on essaie de donner un coup de main, de comprendre vraiment ce qui s'est passé parce que selon ce que dit Tim, la moto elle freinait pas quoi. Donc elle freinait au début et en fait à la fin du tour de mise en grille, la moto elle a commencé à plus freiner. Donc Jules notamment encore une fois, merci à lui, il va démonter, il va retour-vérifier pour savoir ce qu'il en était quoi. Donc on soupçonne bien entendu un problème. Alors ça pouvait être un disque voilé, ça pouvait être des plaquettes, le liquide de frein, ou alors le bocal qui n'avait pas été ouvert, lorsqu'ils ont changé les plaquettes. Donc, mais ça généralement, ça va créer plutôt un freinage constant et plutôt un blocage de la roue à un moment donné. Mais donc ça n'allait pas créer une absence de frein en fait. Du coup, on arrive le dimanche. Donc le dimanche, on est toujours embêté avec la météo. Donc c'est très incertain, ça prévoit des averses, il fait beau, il y a des éclaircies, il pleut pendant 5 minutes, après il fait beau. Donc on est tous super contents. C'est compliqué. Et pas s'énerver, restez calme, tout le temps. Et donc le moment venu pour aller en pré-grille arrive. Et donc il fallait quand même prendre une décision avant. Donc j'étais en train de tourner dans les paddocks pour vraiment savoir ce qui se passait, essayer vraiment de prendre la température comme on peut dire. Et pour moi le plus safe c'était de partir avec les pluies, enfin on hésite quoi. On hésite avec Jules, j'appelle Axel parce qu'Axel est quand même bien occupé, il a d'autres pilotes qui s'occupent d'autres pilotes, donc il est quand même bien occupé, mais lui aussi du coup c'est un peu l'effervescence dans ce cas-là. Et en fait, je lui envoie un message et il me dit slick. Là, je dis mais non, je peux pas partir en slick, impossible. À quelques temps plus tard, tu pars pluie avant et slick arrière. Ah, je dis mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça et tout. Et il me dit mais si, pars comme ça, on verra. Donc on est en pré-grille. Ça va être compliqué pendant 5 jours et après c'est pour toi la course. Ok? Dis-toi que c'est pour toi. Donc Grégory Leblanc qui était à côté de moi, puisque il se connaissait très bien avec Axel. Et quand il voit le choix des pneus, il me dit très bon choix, j'aurais fait la même chose. Donc moi c'est vrai que c'était cool et ça me rassure. Et donc du coup on part. Donc on sort de la pré-grille pour aller faire le tour de mise en grille. Et là la piste elle est quand même encore bien mouillée quoi. Il y a quelques traces de séchant mais elle est quand même bien mouillée encore. Donc là je me dis ouais, ça va être chaud, il va falloir que j'assure, il faut que je reste sur mes roues, il ne faut pas que je me satellise quoi. En plus la moto elle avait déjà touché le sol à Nogaro, donc ça suffisait quand même. Donc du coup on fait le tour de chauffe,
Donc là pareil, ça me permet de reconnaître où est-ce que c'est plus ou moins pas trop mouillé. Donc j'avais remarqué que c'était très mouillé en arrivant sur Hôtel et que c'était aussi bien mouillé dans, il me semble de mémoire, dans Alpha. Donc Alpha c'est le premier gauche. Et après il fallait faire attention, mais il y avait des zones vraiment qui étaient vraiment pas terribles. La para c'était pas trop mal, mais il fallait quand même rester sur la trajectoire. Le feu rouge, les feux rouges s'éteignent. Donc on part et là c'est compliqué, donc je subis les premiers tours, j'essaie de pas tomber. Et donc Jules, par contre lui, était parti en sec, avant-arrière, en V4 par contre. Donc lui il avait sec avant-arrière, donc évidemment il était sur des eaux aussi. C'est un peu moins chaud quand même avec les V4 parce qu'ils sont quand même rainurés, donc c'est un peu mieux que les slicks, mais c'est pas non plus des pluies quoi. Donc voilà, la course se fait. Je me fais doubler, je subis. Mais j'arrive à rester concentré quand même, et puis à un moment donné, plus on fait des tours et plus ça commence à avoir des parties qui étaient sèches. Et en fait là, à un moment donné, je commence à remonter. Donc je remonte, je commence à doubler. Et je double, j'ai l'impression que je fais que doubler. J'ai l'impression que je fais que doubler. Donc je double, donc je suis comme dans un état, euphorique. Et en fait, au fur et à mesure où je remonte, je vois par exemple en arrivant sur Hôtel, que quand moi j'arrive au freinage sur Hôtel, la tête de la course est dans l'autre sens. Donc ils sont pas loin en vrai. Ça me motive, je vois que je remonte sur la tête de course. Et en fait, j'arrive sur Alexandre Antoire, qui était P5 à ce moment-là. Donc j'arrive sur Alexandre, je vois que je suis vraiment plus rapide que lui et je le passe pas à Alpha parce que j'étais trop loin. Donc on rentre dans la partie technique, je reste toujours derrière dans la partie technique, donc jusqu'au gauche qui tue. Je passe le gauche qui tue et en fait quand on arrive sur la para, en arrivant sur la para en fait en accélérant à la sortie du gauche qui tue, j'ai vraiment plus de vitesse. Et au lieu de rester derrière, au lieu de couper, de freiner, de rester derrière pour rester sur la trage, en fait, je coupe, mais je me mets sur le côté de façon à pouvoir lui faire l'extérieur. Sauf que du coup, c'était trop mouillé. C'était trop mouillé à ce moment-là, malheureusement, et en fait, je perds l'arrière. Je perds l'arrière, la moto part dans le bac. Donc là, je me dis non. Et trop tard de toute façon, donc on part dans le bac, la moto et moi du coup. J'éteins la moto, je la relève, je me fais aider par un commissaire. Je redémarre la moto, j'ai galéré à relever la moto, on a l'impression que c'était un des sables mouvants là-dedans. Donc je galère à remonter la moto, je la redémarre et je repars.
Donc je repars, la moto ça allait, moi ça allait, j'avais senti que je m'étais encore fait mal à la main, mais c'était plus ou moins ça allait. Et donc je reprends les tours. Malheureusement j'ai perdu quand même beaucoup de temps, donc je me fais, la tête de course arrive sur moi en fait. Et je me fais passer par Nohan Vasta je crois, Nohan Vasta, Grégory Monaya et Herriot. Et du coup on fait 2 tours je crois après, 2 ou 3 tours. Et du coup là drapeau rouge. Il y avait Jules qui était passé effectivement devant. Et c'était plus sur la fin, enfin je sais plus trop le scénario, mais la course elle s'arrête sur le drapeau rouge suite à la chute de Vivien. Putain, t'étais bien mon gars. Je vais calculer, ça remontait 5 ou 4. Je pense que ça repart pas. Meilleur temps? Ouais, meilleur temps en course. Donc du coup je finis 11e malgré la chute. Gros plaisir personnel quand même, parce que là j'ai eu le meilleur tour en course. Donc meilleur tour en course en 1,5,8. Alors que le vainqueur, donc Thomas Herriot, le vainqueur, meilleur tour en 1,6,9. 1,6,9, 1,6,9, après ça passe en 1,7. 1,7,3, 1,7,9, 1,8. Bon forcément le fait qu'eux ils étaient en pluie, donc c'est sûr que ça joue. Voilà, donc la course 1 malheureusement ça aurait pu, ça allait, donc j'arrivais sur le 5e, donc ça faisait P5, grand minimum, mais ils étaient pas loin les autres, donc ça aurait pu faire un podium en vrai, donc bon, c'est comme ça, mais je garderais, c'était vraiment une course de fou quoi. Et Jules, donc Jules du coup il finit quand même 7e, donc grand bravo à Jules. Il y a du monde sur le promo, hein, malgré la météo qui est pas très sympathique. Franchement, il y a du monde. Hein. Cette année, le promo, il est bien rempli, hein, c'est bien. La course 2 était prévue à 17h30 et il y avait une grosse zone de pluie là, il est 15h10. Dans cette zone-là, quoi. Donc il n'y avait plus qu'à croiser les doigts pour que la pluie n'arrive pas. Donc la moto a été remise en état et puis du coup, c'est la pluie. On est en pré-grille. On essaie de rester concentré puisque les conditions de pluie c'est toujours compliqué, donc le week-end à Carole a été difficile pour ça, et tous les week-ends de toute façon en général quand il y a des conditions de pluie, c'est comme à Manicourt. Manicourt aussi c'est pareil, quand c'est des conditions de pluie c'est généralement il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, donc tu passes ta vie à changer les roues en plus. J'ai pas énormément d'expérience sur le mouillé, mais un truc qui m'a fait gagner en confiance sur le mouillé, ça reste quand même tous les entraînements qu'on a pu faire en mini-moto avec les GRC, avec les GRC 160 pour Loris et 190 pour moi, et les pneus aussi PMT. Donc tous les entraînements qu'on a pu faire sur les différents circuits de kart et aussi à Guillac à côté de chez nous à Pleurmel, en fait finalement ont apporté beaucoup plus de choses que ce à quoi je pouvais m'attendre. Et en fait, y a un feeling qui est quand même apparu. Je suis pas super rapide, mais il y a un feeling qui est là, quoi, grâce vraisemblablement aux entraînements qu'on a pu avoir avec les mini-motos sous la pluie, puisque l'objectif c'était que Loris il puisse rouler aussi dans ces conditions-là. Donc le meilleur temps qu'il va y avoir en course 2, vraiment dans des conditions mouillées, le meilleur temps c'est 1,13, non c'est 1,12,8 pardon. Donc la course va être gagnée par Joey Collet. Donc pareil, je te salue Joey, pilote super sympa du staff Riding Sensation. Suivi d'Anthony Zerbini, Nohan Vasta qui va clôturer le podium. Et donc des noms qu'on commence à connaître, Grégory Monaya en P4 et Thomas Herriot en 5e position. Donc nous sinon pendant cette course 2 là, il y aura une grosse bagarre avec Laurent Brison, Alexandre Antoire, donc où je finirai devant lui cette fois-ci. Bon après Alexandre Antoire il connaît pas très bien, je crois qu'il connaissait pas le circuit Carole. Mais j'aurais quand même eu le plaisir de passer devant, Alexandre qui a quand même un niveau supérieur au mien quand même. Et donc il y avait aussi Fernando Dos Santos sur Kawasaki, avec qui il y a eu une bagarre assez intense, mais tout au long de la course avec Laurent Brison qui n'a rien lâché et qui a fini par avoir le dernier mot. Et le truc c'est que au fur et à mesure, pratiquement même dès le début, j'avais la moto qui patinait à l'arrière.
Donc personnellement, le feeling que je peux avoir avec les pluies Pirelli, c'est que je trouve de mon ressenti personnel que l'avant il procure un feeling excellent, je trouve. Je sens bien l'avant au frein, la moto elle peut vraiment s'enfoncer dans le sol, on peut rentrer sur les freins, on peut même faire des stoppies sans problème. Par contre l'arrière il est plus difficile à comprendre. Notamment dans les phases d'accélération. Il est un peu plus flou, on le sent moins, enfin moi en tout cas je le sens moins. Quand on est en piste, il faut faire en sorte de garder le pneu en température et c'est ça qui est difficile. Parce qu'il faut oser en fait accélérer fort, donc il faut bien attendre que la moto soit droite et quand même lui mettre du 100%, plus progressivement bien sûr. Et puis sur les freins, il faut lui mettre du frein aussi pour que les pneus gardent une température. Et en fait, si tu fais pas ça, la moto, les pneus vont tomber en température et en fait elle a perdu du grip. Et donc c'est la chute qui t'attend. Donc voilà, donc ce qui s'est passé au niveau de la course 2, il y a eu grosse bagarre, c'était intense tout au long de la course. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu mon pneu arrière qui commençait à patiner et ça a patiné tout le temps. Je manquais de grip dans la parabolique. Je manquais de grip à la réaccélération de Golf, c'est l'avant-dernier virage. Et évidemment, je manquais de grip aussi à l'accélération après Hôtel, le dernier virage. Et la moto, elle patinait. Donc voilà, j'aurais quand même le plaisir de finir à la 7e place. Donc j'étais vraiment très content de ça. Donc meilleur chrono, 1:12.8. Et moi, j'avais tourné en... Ouais, j'avais tourné quand même en 1:14.8. Donc il y a 2 secondes d'écart, on est loin. À savoir que ça c'est le chrono le plus rapide, 1:12.8, mais celui qui a gagné la course, donc Joey Collet, celui qui a gagné la course, il est en 13.4. Vous voyez, donc le P3, donc Nohan Basta, il est en 13.7, et moi 14.8. Donc vous voyez, il y en a un qui était vraiment rapide, et après les autres ils sont plus rapides que moi, mais c'est pas non plus un gouffre énorme. Donc ouais, j'étais assez content du résultat de la position et puis de voir les chronos, comment ça a opéré quoi. Malgré le fait que j'avais mon pneu qui patinait, c'était un enfer. Donc ça veut dire qu'en ayant une meilleure gestion de la chauffe des pluies et de la pression, parce qu'en fait on va apprendre que c'était un problème de pression, puisque quand je suis sorti de la piste... Bon bah voilà, la fin d'un week-end sympa. Week-end de merde. Évidemment, en remettant la moto sous la tente, j'ai tout de suite pris la pression et le pneu il a pris 800 grammes. Dommage, j'avais plus de grip à l'arrière, j'avais 800 grammes de trop dans le pneu arrière. J'avais pas de grip du tout. Donc, et je remontais quand même. Donc c'était bien, c'était quand même bien. Mais bon voilà, des conneries quoi. Conneries. Alors j'ai appris plus tard que quand le pneu pluie est neuf, il a tendance à prendre en pression comme ça. Donc soit il faut le rôder, soit il faut le chauffer énormément, il faut le chauffer beaucoup, donc à 90 degrés. Donc ça je vais me renseigner à nouveau là-dessus pour vraiment savoir ce qu'il faut faire au niveau de la température des pneus pluie pour les chauffer de façon à ce que cette situation ne se reproduise pas quoi. Du coup je me souvenais plus, je viens de contacter Louis là. Il y a eu un premier épisode avec les gants
donc qui était pas à l'endroit où il devait être. Donc là, ça a couru dans tous les sens, machin. Changer des pneus un peu au dernier moment et ce qui s'est passé à Nogaro avec son capteur de roue a priori de ce qu'il m'a dit là, moi je me souvenais plus de ça. C'est qu'en fait, quand il est reparti, il a vu que la moto était en défaut au niveau de l'électronique. Donc le truc, c'est que malheureusement, Louis, il n'a pas pris le départ de la course 2. Puisque quand il y a un problème au niveau des capteurs, si c'est mal mis ou s'il y a quelque chose, la moto elle se met en défaut et il n'y a plus d'électronique du tout. Sur la R1, tu peux le capter parce que le shifter il fonctionne plus. Donc si le shifter il marche plus, tu peux être sûr que tu n'as plus rien. Donc là, vaut mieux rentrer au stand et puis aller faire une réparation qui s'impose. Donc le truc, c'est que malheureusement, Louis, il n'a pas pris le départ de la course 2. Et donc le week-end pour lui s'arrête là. Pour Jules, malheureusement, déception aussi, parce que les conditions font qu'il n'a pas fait beaucoup de tours sur la course 2 non plus, quoi. Donc voilà, et nos petits amis, nos amis en 400, donc on va quand même voir la suite pour Tim. Pour Tim en 400, donc on connaît le résultat de la course 1, et pour la course 2, et Tim il fait podium, magnifique, donc belle revanche quand même. Et puis, donc c'est Valentin Mathieu qui a gagné, suivi de Loris Baronnier et de Tim, donc Falkenroth, sur Kawasaki 400 Ninja. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me faire des retours sur les choses que vous aimeriez voir en plus, ou les trucs sympas, ou des petites critiques pour que ça puisse me faire évoluer aussi. Bien entendu, la petite touche abonnement, vous savez maintenant que ça fait avancer la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 à Pau. Allez, bye bye, salut à tous.